cancer, d'autres qui sont extrêmement larges. C'est pas du tout les 30 degrés qu'on imagine. Voilà. Donc quelque chose d'assez arbitraire. Et puis en plus, il y a 13 constellations. Si on veut vraiment être correct, il n'y a pas 12 constellations, il y en a 13. Alors pourquoi une a disparu? Elle a disparu parce qu'il fallait qu'elle disparaisse. Parce qu'il fallait un système. C'est un système qui a été fabriqué, fonctionnait en fonction de critères qui étaient basés sur la symétrie, l'harmonie des nombres. Ce sont surtout les Grecs d'ailleurs qui ont formalisé cette représentation de l'astrologie. C'est vraiment, on doit à la pensée pythagoricienne cette formalisation 30 degrés. C'est incroyable comme l'irruption du nombre, la magie du nombre et de la beauté, l'élégance de cet univers numérique apparaît dans l'astrologie telle qu'elle nous vient de l'héritage grec. Donc il y en a une qui disparaît, c'est Ophiuchus, au profit des 12 autres. Alors, il y a un autre problème que vous connaissez bien, je pense la plupart d'entre vous, c'est ce que l'on appelle la précession des équinoxes, qui est le simple fait que l'axe de la Terre tourne comme ça, mais c'est une utopie. Donc son axe nord-sud tourne lentement. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près ici, l'axe nord-sud pointe vers une étoile, l'étoile polaire, mais dans 26 000 ans, dans 13 000 ans à peu près, eh bien, ce sera vers Véga. L'étoile polaire sera l'étoile Véga, qui est pour l'instant à peu près au zénith en été. Ce sera cette étoile-là. C'est vraiment un mouvement très important. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes, le Soleil ne sera plus vu devant les mêmes constellations qu'aujourd'hui, au mois de mars, au mois de juillet, au mois de... Ça s'appelle la précession des équinoxes. Lentement, vous avez des constellations sortent des signes, des boîtes dans lesquelles ils ont été affectés au moment où tout cela a été nommé. Voilà. Un décalage constant entre signes et constellations. C'est-à-dire que le point vernage, le fameux point origine, voilà, qui est ici, qui était à peu près au signe du bélier, eh bien, peu à peu, il va rentrer maintenant, ça fait quand même à peu près 4 à 5 000 ans, eh bien, ça va être aujourd'hui, ça rentre dans la constellation des... C'est maintenant dans la constellation des Poissons, et ça va bientôt rentrer dans la constellation du Verseau. C'est bien pour ça que certaines sectes parlent de la constellation de l'ère du Verseau. Nous allons rentrer dans l'ère du Verseau. Voilà. Il y a d'autres arguments. Les astrologues disent « Ah, mais les astronomes disent, regardez, on ne peut pas faire l'horoscope quand on est au-delà des cercles polaires parce qu'il n'y a plus de cycle diurne, on ne peut pas définir ce qu'on appelle des maisons, etc. » Et puis, il y a aussi le fait que, l'autre argument, c'est que, bon, dans la mesure où ces luminaires ne bougent pas beaucoup, eh bien, beaucoup de gens partagent le même horoscope, et on sait que les dessins de chacun varient énormément d'une personne à l'autre. Voilà ce genre d'argument. Et puis, il y a aussi un autre argument qui est intéressant, qui est de dire, celui-là est intéressant, je trouve. Il consiste à dire, toute cette symbolique, c'est l'astrologie de l'hémisphère nord. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'hémisphère sud? Ça ne convient pas. Par exemple, le lion. Le lion, c'est au mois d'août. Et c'est vrai que le signe, les passions du lion correspondent très bien à cette partie de la saison où le soleil se retrouve en été dans l'hémisphère nord. Mais c'est tout à fait l'inverse à ce moment-là dans l'hémisphère sud. Voilà un exemple pour le lion. Voilà, alors les astrologues répondent finalement très bien à tous ces arguments. Donc ce ne sont pas des critiques fondamentales, à mon sens. Les premiers arguments, bon, c'est le fait que c'est divisé en 12 plutôt qu'en 13, etc. Bon, ils se disent que de toute façon, ce ne sont que des repères. On a fait 12 signes parce que c'est comme ça, que voilà, c'est plus commode, c'est plus harmonique. Enfin, ils ont des arguments qui sont assez permettent de... C'est pas un argument, ça, non, c'est pas un argument, ça ne les gêne pas. Le fait que ce soit des constellations d'optique, ça ne les gêne pas du tout. Ils disent après tout, c'est quand même pour nous important d'imaginer qu'il y a là un signe qui pour nous symbolise quelque chose qui correspond à la position du soleil à ce moment-là. Le lion, c'est l'été. Verseau, c'est la période où il pleut. Alors que ce soit que ces étoiles ne ressemblent pas, on va affecter ce signe-là. C'est arbitraire. Voilà. Et d'ailleurs, il est vrai que les constellations en question ressemblent assez peu aux êtres imaginaires qu'elles sont censées représenter. Donc ce ne sont pas des arguments qui sont extrêmement forts.
argument qui nous gêne, nous. Mais le fait, donc c'est pareil pour les étendues variables, c'est pareil pour le fait d'en avoir 12 plutôt que 13, et même la précision des équinoxes ne les gêne qu'à moitié, dans la mesure où ils le savaient eux-mêmes. C'est vrai que c'est Park lui-même qui était astrologue qui l'a découvert, et ils s'en accommodent fortement en disant ce qui nous importe, c'est que nous sommes, nous, terriens, soumis à la rotation apparente du Soleil autour de nous, mais c'est ça qui compte, c'est la zodiaque tropique. Donc ce sont les signes qui importent. Le fait que la constellation du Lion ait disparu, ne soit plus dans son signe original, ne gêne pas les astrologues. Alors ça, c'est très vrai en Occident. Par contre, en Orient, ils tirent profit au contraire de ce mouvement, en disant il y aura bien un jour où finalement la constellation du Lion va revenir à sa place. Ça prendra du temps, mais ça va le faire. Et là, ça ne les gêne pas, parce que la philosophie orientale est une philosophie cyclique. Et donc c'est une autre astrologie, c'est une astrologie dite sidérale, qui s'oppose à l'astrologie occidentale dite astrologie tropicaliste. Donc vous voyez, on a toujours des moyens, bon, remarquez, les théoriciens font aussi la même chose, hein, on a toujours des moyens de sauver les apparences. Et puis c'est la même chose pour l'hémisphère nord, ça ne les trouble pas outre mesure. Et enfin, quand on leur dit, mais vous allez avoir des choses très tous les concerts vont être absolument identiques, ils disent non, c'est pas vrai, parce que dans la mesure où il y a tous ces astres qui sont présents à des heures différentes, eh bien, ça vous fait des centaines de configurations différentes par jour, en fonction de l'heure et du lieu, et donc ça va vous permettre d'obtenir des horoscopes très différents et des destins très différents d'une personne à l'autre. Voilà. Alors, donc ça veut dire que toutes ces critiques, les critiques des astronomes sont relativement faibles. En fait, en plus, quand on débat avec le public des croyants en astrologie, ça leur apparaît assez faible, ça leur apparaît être des arguments de spécialistes, ça a extrêmement peu d'impact sur l'opinion publique. Voilà. Alors, il y a quelques objections qu'on a recensées qui sont plus intéressantes mais assez méconnues. Hein, l'idée que certaines planètes n'étaient pas connues, et pourtant, les astrologues continuent à travailler. On travaillait déjà, alors qu'on ne connaissait pas Uranus ni Pluton. Mais là encore, certains astrologues vous diront, après tout, les astronomes ont travaillé, même avec des données qu'ils avaient à un moment donné, ça leur a permis de commencer à comprendre l'univers, donc ce n'est pas non plus un argument extrêmement majeur. Certaines planètes disparaissent. Hein. Pluton, par exemple, a disparu complètement, on n'est même plus considéré comme étant une planète. D'autant plus qu'il y a d'autres planètes qui sont aussi importantes que Pluton, qu'il faudra introduire, comme les fameux Sedna, Quasar, Kawa, Zena, etc. Vous avez toute une nouvelle famille de planètes naines qui ont été découvertes. Et puis, il y a aussi toutes les astéroïdes, il y a des comètes, il y a énormément d'astres du système solaire qui sont parfois extrêmement importants, ont une influence surtout importante, et pourquoi d'ailleurs ne pas considérer même ce qui n'est pas vu, c'est pas parce que ce n'est pas observé et n'existe pas du point de vue de nos sens que ça n'a pas d'importance. Alors, et puis il y a des incohérences, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'incohérence du Verseau, puisque les astrologues occidentaux parlent de l'ère du Verseau, nous entrons dans l'ère du Verseau, mais là l'ère du Verseau, ce n'est plus le signe, c'est bien la constellation dont il s'agit. Donc à la fois ils abandonnent les constellations en gardant les signes pour oublier la précision des équinoxes, et tout d'un coup ils réintroduisent les constellations quand il le faut pour parler de l'ère du Verseau, qui est tout à fait incohérent. Voilà. Il y a même des ouvrages, l'ère du Verseau. Et bon, ils ne sont pas une incohérence près. Et l'astrologie orientale, comme je vous dis, se réfère, elle, aux zodiaques des constellations et est à l'abri de cette incohérence. Alors, je vous avais, dans notre ouvrage, on parle de cette distinction majeure entre l'astrologie et l'astronomie sur la manière de traiter de l'objet. Si vous prenez la planète Mars, nous sommes observateurs, nous voyons qu'elle est rouge,
et on va faire ce type de relation. Couleur rouge implique qu'il y a certainement du fer. S'il y a du fer oxydé de surcroît, on peut supposer l'existence de l'eau, et s'il y a eau, peut-être qu'il y a eu de la vie. Donc, par une série d'enchaînements qui font appel à des relations causales, de cause à effet, on va de la couleur à la vie. Par contre, l'astrologie, qu'est-ce qu'elle fait? Il part du même constat, Mars rouge, mais rouge c'est symboliquement la couleur du sang, de la guerre, et donc on arrive à la mort, tout au moins quelque chose qui est plutôt inquiétant, pas forcément la mort. Donc vous voyez que le type de relation est complètement différent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'on peut vouloir, on sait que symboliquement le rouge peut avoir un effet sur les esprits et que ça peut impliquer le sang et la mort. Pourquoi pas? Ça existe. C'est quelque chose qui nous traverse dans nos pensées, dans nos imaginaires. Mais le relier à Mars, c'est effectivement plus problématique s'il s'agit de prouver une relation réelle, une relation objective. Surtout lorsque l'on sait aujourd'hui qu'on est allé là-bas et qu'il n'y a pas de sang et qu'il y a... Voilà. La différence aussi, c'est que les astronomes sont prêts à abandonner cette idée-là. La différence qui fait la science, que ne fait pas l'astrologie, c'est que lorsque l'on bâtit une série d'hypothèses, eh bien on essaye de prouver par l'expérience que ces hypothèses sont valides. C'est-à-dire qu'on va envoyer une sonde, et la sonde va creuser, on va voir si la vie existe ou pas. Et on est prêt à abandonner cette théorie et en trouver une autre, en mettre une autre à la place. Donc, la différence est là, c'est que l'astrologie, la science fonctionne sur deux jambes, théorie et expérience. C'est ça l'essentiel, essentiellement la différence. Voilà. Tout ce hiatus. Alors, l'astrologie, donc ça me conduit à montrer, donc, essayer de voir en quoi la science se distingue vraiment de l'astrologie. Alors, on pourrait effectivement poser la question scientifique. Est-ce qu'il y a des influences célestes? Existe-t-elle? Pourquoi? C'est pas une question, c'est pas religieux, c'est pas métaphysique, c'est pas un postulat ridicule. On peut poser la question. Non seulement on peut poser la question, mais on a vu que les objections astronomiques sont pas suffisantes. Il y a peut-être quand même quelque chose, et il faut peut-être regarder un peu près. Alors, on peut se poser la question de la nature de l'influence, il y en a une. Est-ce que c'est une interaction connue, une force connue? Est-ce que c'est une nouvelle loi en 1 sur R3, R4, R5? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de la fréquence des révolutions? Est-ce que ce sont des phénomènes chaotiques, etc. Il y a plein de choses qu'on peut essayer de regarder. Alors, il n'y a pas de lisse. Là, c'est pas évident parce qu'il faudrait, si on avait une loi de ce type, il faudrait aussi, on ne peut pas se limiter à 10 luminaires. Là, les fréquences orbitales, les révolutions planétaires, c'est un effet très très faible, beaucoup plus faible que des choses beaucoup plus importantes comme les étoiles massives ou les supernovas. Et puis, si les phénomènes chaotiques sont importants, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire. Donc, on ne peut pas trop invoquer que vous avez des phénomènes si sensibles à l'initiale. Alors, donc aucune conclusion ne peut reposer sur ces choses-là. Alors, on n'a pas de cadre théorique. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de cadre théorique qu'on doit nier un phénomène. Ça arrive très souvent en science. Vous n'avez parfois aucune explication théorique à un phénomène. Alors quand vous n'avez pas de cadre théorique, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de regarder si le phénomène existe statistiquement. Ça, c'est une façon de faire. Avant même de commencer à comprendre la théorie. Mais là, il faut faire extrêmement attention. C'est très très difficile d'utiliser les statistiques. On dit souvent que c'est comme les mini-jupes. Hein, ça en montre beaucoup, mais ça cache l'essentiel. Encore faut-il savoir s'en servir de cette statistique. Alors, on fait, etc. Donc on fait ça vous avez ici la réalisation d'une expérience. Voilà, une probabilité importante pour qu'un événement ait lieu, une probabilité très faible pour qu'il ait lieu ici, et
là, vous avez pratiquement aucune chance pour qu'un phénomène qui va se produire ici se produise là. C'est ce qu'on appelle la distribution gaussienne. Alors, si vous êtes devant, vous faites plusieurs réalisations, et puis vous voyez que les résultats qui sont dus au hasard se répartissent comme ça selon cette distribution. Et vous pouvez tester si votre phénomène est lié au hasard total, dans le cas où vous avez ce type de répartition, ou au contraire, si ça s'écarte de cette distribution, alors vous vous direz, tiens, il se passe quelque chose et vous pouvez tester la probabilité. Alors je vais donner un exemple. Là, par exemple, si vous avez des résultats qui tombent ici, à l'intérieur de cette cloche, rien de spécial. Si par contre, vos résultats tombent ici, alors là, alors que vous attendiez que ça tombe en général ici, si systématiquement ça tombe là, ça veut dire qu'il y a peut-être une voie, quelque chose qu'il faut creuser. Voilà. Alors on fait, je prends un exemple, on va supposer qu'on va tester 14 400 mariages. Les mariages, on va tester les mariages entre les cancers et les lions, les cancers et les concerts, les vierges avec les... Voilà. Vous testez tout ça. Vous regardez les gens, ils ont des signes différents, aléatoires. En général, c'est assez bien réparti. Et puis vous voyez quand les gens se marient, quel est le signe de chacun. Vous voyez s'il y a une tendance pour que les concerts soient toujours avec les concerts, ou les concerts soient plutôt avec des vierges, etc. Vous faites une étude statistique. Voilà ce qu'on fait quand on n'a pas de théorie. On essaie de voir si au moins il y a quelque chose. Donc si on fait cette expérience, supposez que vous le faites, vous regardez... Ah, il manque quelque chose là. Et vous voyez par exemple un exemple, on fait ce test et on s'aperçoit que là, incroyable, il y a quelque chose qui sort du lot. Et c'est à peu près réparti uniformément. Autant de chances d'avoir autant de personnes dans ce couple-là, ici. Mais là, vous avez quelque chose qui sort. C'est cancer et poisson. 184 cancer poisson, c'est plus que ce que vous attendez. Et si vous faites le graphique, la distribution, oui, quelque chose qui sort comme ça. Non, il sort là, pardon. Ici, voilà. Il sort là beaucoup plus loin que la distribution gaussienne que l'on attendait. Ah, mais ça c'est... Alors là, quand même, on commence à s'inquiéter. On se dit, là, il se passe quelque chose. Et quand vous regardez le pic, là, c'est un pic à 4 sigma, c'est-à-dire, ici, vous avez une probabilité qui est donc très très faible pour avoir ces 184 mariages pour les cancers poissons. Alors, si vous aviez la probabilité d'avoir un pic comme ça, par hasard, si vous faites le calcul, vous trouverez que c'est 0,003%. Or, vous l'avez. Donc, vous allez en déduire que c'est un vrai effet. L'astrologie est jeune. Donc, les cancers ont envie de se marier avec les poissons, en général. Oui, d'accord, quand on dit ça, on croit avoir trouvé une loi. Mais d'abord, on ne l'avait pas prévu initialement. Elle est tombée comme ça, par hasard. Justement, si je puis m'exprimer. Donc vous ignorez complètement tous les cas qui ne fonctionnent pas. Et donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait 144 appareillages possibles. 12 par 12. Et donc, ça veut dire que cette probabilité-là, il faut la multiplier par 144. Donc on n'est plus que si vous multipliez ceci par 144, vous aviez 3,5% de chance pour que ça arrive, ce qui est déjà différent. Très très différent. Et en plus, si vous refaites ce test 20 fois de suite, alors vous pouvez montrer que vous avez 10% de chance pour que ce phénomène apparaisse. Voilà. Donc ça n'a rien de si extraordinaire que ça. Mais si on ne fait pas ce travail d'analyse des statistiques, si on le prend comme ça à l'état brut, on pourrait croire, ça y est, tout de suite, c'est ce que font en général les astrologues ou les gens qui manipulent mal les statistiques, ça y est, on a trouvé quelque chose, on appelle ça une corrélation. Donc il y a 3 conditions fondamentales pour valider un test statistique, et ça c'est très important. Je voudrais que vous soyez attentifs à ça. D'abord, il faut définir a priori le protocole expérimental, avant l'expérience. Voilà. Il ne faut pas chercher systématiquement des corrélations, vous en trouverez toujours une. Mais il faut déjà, il faut dire, par exemple, si vous étiez capable de dire, moi je pense qu'il y a une forte chance pour qu'il y ait plus de cancers et de poissons qui se marient ensemble, et que vous trouviez cela après, là d'accord. Il faut faire une prédiction. Si vous ne la faites pas, vous avez trouvé quelque chose quelque part.
forcément. Donc vérifier l'aspect significatif des résultats obtenus, ça c'est normal. Mais surtout, publier tous les résultats et ne pas ignorer les corrélations qui ne sont pas là, en particulier tous les couples qui effectivement montrent rien de spécial. Voilà. Donc en général, 1 et 3 ne sont jamais respectés, vous savez très bien, c'est quelque chose de classique. Un astrologue vous dira toujours, moi j'ai prévu ça, mais il ne vous dira pas tous les cas qu'elle a prévu aussi, qui ne sont jamais arrivés. Et dans notre amnésie collective, c'est ce qui se passe. On ne retient que les choses qui ont l'air de coller à une prédiction et pas le reste. Voilà. Donc 1 et 3 ne sont jamais respectés. Et il y a eu une exception, en général, dans les études statistiques, c'est une exception